Chirac, en tant que président de la République, ancien président de la République, pardon, il touche une retraite de 5 250 €. Il a droit également à une retraite par mois. Il a droit également à une retraite de député de 5 031 €. Magistrat à la Cour des comptes, cela lui donne droit à une retraite de 3 500 €, toujours par mois. Conseiller général et maire de Paris, ce qui lui permet de lui faire octroyer une retraite de 5 000 € par mois. On arrive à un chiffre de 18 800 €. Et en plus, en tant que président de la République, il est membre de droit du Conseil constitutionnel, ce qui lui donne droit à 12 000 € en plus. On arrive donc à 30 800 € par mois. Ce qui est choquant, c'est l'empilement de toutes les retraites, parce que ce sont que des régimes spéciaux. On est en train de dire que les régimes spéciaux, il faut les réformer. Et là, non seulement ils ne sont pas réformés, mais ils sont empilés. De grâce, arrêtons la démagogie, arrêtons de stigmatiser les parlementaires. C'est vraiment pas la solution à l'immensité des problèmes qui sont devant nous sur le plan financier. Moi, je serais pour s'il est intégré dans un ensemble de mesures. Il faut aussi que le Sénat le fasse. Vous voyez ? Donc il faut se coordonner avec le Sénat. Il faudrait aussi que tout l'exécutif le fasse, c'est-à-dire les ministres, secrétaires d'État, que tout le monde dise, tout le monde fait un effort. Et on donne, on montre à notre peuple notre désintéressement. Parce que moi, si je suis parlementaire, c'est pas pour m'enrichir. Sinon, je serais allé dans les affaires depuis plus de 30 ans. Nous sommes franchement bien en dessous de ce que gagnent de très nombreux cadres français. Donc il faut arrêter ce genre de conneries. La mesure proposée par Lionel, avec laquelle je travaille très souvent en phase, aujourd'hui est à contresens économique et c'est un non-sens politique. C'est flatter, je dirais, les plus bas instincts de l'antiparlementarisme qui est toujours en sommeil dans ce pays. Monsieur Lucas, qui est à la droite de l'UMP, essaye d'instiller aussi un message. Français, apprêtez-vous à diminuer vos salaires, apprêtez-vous à diminuer votre protection sociale. C'est moins les parlementaires qu'ils visent que les Français. Et donc de ce point de vue, je pense que c'est une proposition qui a un caractère très idéologique et très dangereux pour notre pays. Dans la période que nous vivons, qui est très dure, économiquement, socialement, il faut montrer que cet effort il est partagé et que l'exemple vient d'en haut. Moi je crois encore à cette idée que l'exemple vient d'en haut. Pour autant, évidemment, il ne faut pas faire croire aux Français que ça suffira à régler le problème du déficit et de la dette. Monsieur Lucas ne fait que reprendre les amendements que nous avons déposés avec François de Rugy il y a quelques mois, demandant la baisse de l'indemnité des parlementaires. Donc nous disions à monsieur Lucas, même s'il appartient à la droite populaire, sur ce sujet précis de la baisse des indemnités parlementaires, bienvenue au club. Depuis le mois de mai de l'année dernière, la file des demandeurs d'emploi n'en finit plus de s'allonger. Mais cette fois, les records commencent à tomber. 48 400 nouvelles personnes inscrites à Pôle emploi en un mois, c'est une première depuis la mise en place des statistiques en 1991. En un an, le chômage a bondi en France. La hausse est de 7,8% par rapport à juin 2011. La faute à la mauvaise santé de l'économie. On sait qu'en France, pour qu'on commence à créer des emplois, il faut à peu près 1% de croissance en rythme annuel. Là, on est sur à peu près 0, donc on voit qu'on est sur des rythmes où il y a plutôt de destruction d'emplois. Mais ce qui inquiète surtout, c'est le nombre de chômeurs de longue durée. Ils étaient plus d'1 600 000 en juin. Du jamais vu là non plus depuis 1996. Les économistes n'hésitent plus à parler de crise sociale. Puisque la population active continue à augmenter, c'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail que de seniors qui en sortent, et globalement, il ne faut pas s'attendre à de bonnes surprises. La rentrée s'annonce tendue sur le front de l'emploi avec plusieurs plans sociaux en préparation. Les économistes n'attendent donc aucune baisse du chômage avant plusieurs mois. Moi, je trouve incroyable et presque inadmissible et irresponsable l'attitude qui a consisté pendant 6 à 7 mois à nous expliquer, et là je pense qu'il ne s'agit pas de gauche, de droite, puisque je fais partie d'aucun camp, nous expliquer, alors que les Français n'étaient absolument pas sensibles au sujet, et qu'on était dans une période... On s'en foutait, oui, mais c'était peut-être le problème. Non, c'est pas le problème, parce que le problème, c'est pas d'expliquer aux Français et de donner des cours d'économie, le problème c'est que les Français donnent des cours d'économie au gouvernement, parce qu'aujourd'hui le problème c'est pas la gestion du budget des ménages, celui-là il est très bien fait, le patrimoine des Français... L'INSEE a publié les mêmes chiffres qu'en même temps qu'elle publiait les chiffres sur la récession. Il n'a jamais été aussi élevé. On est à plus de 10 000 milliards d'euros pour le patrimoine des Français. Les Français savent gérer leur argent, connaissent l'économie. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des cours. Le gouvernement, en revanche, et les différents gouvernements, je ne parle pas du gouvernement qui est en place, mais ceux qui succèdent depuis 30 ans, oui. Eux n'ont pas su le faire.
Quelle est pour vous la preuve la plus flagrante pour démontrer que cette crise est en fait au départ un crime? Bien, la preuve vient des États-Unis elles-mêmes. En mai 2009, le président Obama, dans une vieille tradition américaine, a demandé qu'il y ait une grande commission d'enquête qui soit instaurée pour essayer de comprendre quelle était l'origine de la crise. Et tout début de cette loi instituant donc une grande commission d'enquête, la FCIC, le premier but qui était demandé aux parlementaires, c'était de trouver les causes frauduleuses de cette crise. Donc les Américains eux-mêmes, du moins les démocrates, ont bien analysé dès le départ que le principe moteur de la crise était bien un moteur criminel. Si vous voulez résorber la dette, le premier prérequis indispensable est d'arrêter de faire couler le second robinet pour remplir la baignoire et d'utiliser plutôt le premier à bon escient. C'est-à-dire limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales. C'est le seul moyen d'obtenir un système monétaire qui n'auto-alimente pas sa propre dette. Il y a une quarantaine d'années, les États se sont interdits l'accès à leur banque centrale sous prétexte que le premier robinet était parfois utilisé de manière abusive. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la situation inverse, où le premier robinet manque cruellement et un autre l'a remplacé, remplissant l'économie de dettes impossibles à rembourser. Tout cela, ne l'oublions pas, au profit des grandes banques et de leurs créanciers. Max Keiser, looking here, 4 or 5 years of austerity measures have failed to stimulate the European economies on a whole. How can economies be stimulated and then create jobs at the same time if there is a global slowdown occurring? If you agree with the fact that there's a global slowdown. Well, let's look at the case of Ireland for a second. A few years ago, the Irish public debt was virtually non-existent. Then one of their banks, Anglo-Irish, ran up debts that were 10 times the country's GDP. They went bankrupt, and the Irish government decided to move those debts or guarantee those debts onto the balance sheet of the citizen. And then they started imposing austerity measures to bail out Anglo-Irish Bank and their unsecured debtors. So this pattern is what we've seen play out all over Europe. You've got these debts that were incurred by banks. They can't pay the debts, and the governments are doing the bidding of the banks by transferring these debts to the public and then imposing austerity measures. We saw it in Argentina. Citibank was in Argentina back in the late 80s, early 90s, or late 90s to 2000. And they went bust, basically, and the government forced the citizens to pay off Citibank's debt. So that was the model. So this is a common theme. Now, until you do something about these transference of bank debt to the public, you're going to have these problems continue. It's playing out all over the world. We have to remember that all we're seeing right now is no change of policy. We're just seeing new innovation, new products, new ways of banks essentially finding new markets for their debt, or central banks finding new markets for their debt, or European banks finding new markets for their debt, because all we're doing is perpetuating a system where we have to increase our debt in order to survive at the moment. Because as Max said earlier, we're just transferring banks finding markets for their debt and then secured by the government, and then the government trying to find a new way of bailing out the banking system. And all we're doing is we're just playing this domino effect, and then we're coming up with new innovation where the countries that are in trouble are bailing each other out, and soon we'll be asking Ireland and all sorts of other countries to bail our systems out, because we're all in this together, just perpetuating the system, and we need to look at the root cause of the problem, and we're not doing any of that. Well, to follow up on what was just said about finding new markets for debt, to fine-tune that a little bit, they're finding new ways, innovative ways for the banks to sell debt back and forth to each other without having to increase their reserve requirement in any way, in fact, reduce their reserve requirement. So you have a bank like Deutsche Bank with $3 trillion in debts that is supported by less than 1.5% of Tier 1 capital. So you have less than a 1 or 2% fluctuation in the value of those assets, and the bank is technically bankrupt. These banks in Europe are technically bankrupt.
their balance sheets, if you were to freeze frame them and forensically look at them, you would find that they are without any collateral whatsoever. They're only supported by the illusion of whipping these debts around in the washing machine that is the euro money laundering system to keep themselves going. And like, for example, they introduced the European Stability Mechanism. This just means that the same debts that were swapped amongst banks 6 months ago are being swapped again into a new lending facility that's collateralized by the same banks. This is the very definition of a Ponzi scheme. This is what put Bernie Madoff in jail. And this can continue on additionally, because what will happen is that once they establish a European-wide central bank in Brussels to mimic what's happening in Washington, D.C. with the Federal Reserve Bank, and then once that game runs out, then the Federal Reserve Bank and this new European central bank in Brussels will create a new global central bank. And they'll do the whole thing over again. And then everyone who's suffering austerity today will have to pay additional tax to this new global central bank. So the people suffering austerity are going to continue to suffer austerity, except their tax burden is going to continue to go up substantially. And the bankers who make money creating this Ponzi scheme will continue to suck wealth out of the system and lord it over in this neo-feudal model, as they've been doing now for the past 5, 10, 20 years. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde, à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. Well, while Goldman Sachs agreed Thursday to pay $550 million to resolve a civil fraud lawsuit filed by the SEC, Goldman has not been held accountable for many of its other questionable investment practices. A new article in Harper's Magazine examines the role Goldman played in the food crisis of 2008, when the ranks of the world's hungry increased by 250 million. The article is titled "The Food Bubble: How Wall Street Starved Millions and Got Away with It." Selon OpinionWay, 64% des Français souhaitent plus de référendums. Nicolas Sarkozy en propose. Et vous? Il y a deux sujets qui méritent un référendum. Lorsqu'il y a un changement profond des institutions et lorsqu'il y a un transfert de souveraineté. Après, il peut y avoir une question qui surgit et qui justifie. Mais je ne suis pas pour la répétition de référendums. D'ailleurs, combien y a-t-il eu de référendums depuis 5 ans? Zéro, mais par exemple, voilà, sur le transfert de souveraineté, si un nouveau traité européen, comme il s'en esquisse un, propose cela, vous irez devant les Français pour dire, attendez, j'ai besoin de votre soutien? Moi, j'ai dit sur le nouveau traité que je voulais le renégocier. Mais après, une fois qu'il sera renégocié, vous direz, voilà, ça me plaît, il va référendum. Il est renégocié et le Parlement le ratifiera. Pas besoin de référendum pour ça. Coup d'État. Une véritable forme de coup d'État et une perte de souveraineté budgétaire, et il y a une raison pour ça. Car il y a un cordon ombilical assez discret qui lie le mécanisme européen de stabilité financière, donc le futur dispositif, et le pacte budgétaire, dont on a esquissé les lignes au mois de décembre dernier, et que, vous savez, M. Hollande veut remettre sur la table, voilà. Il y a un considérant dans le texte, pas un article, c'est un considérant. Ça veut dire que ça n'a pas contrainte juridique, mais c'est contrainte politique. Et à ce niveau-là, contrainte politique, c'est largement suffisant. Qui veut qu'aucun pays ne pourra bénéficier de l'aide financière du mécanisme européen de stabilité financière s'il n'a pas au préalable ratifié le pacte budgétaire. Ça veut dire, en résumé, si je veux les sous du mécanisme, je dois avoir ratifié le pacte budgétaire. Si j'ai ratifié le pacte budgétaire, ça veut dire que j'accepte la règle d'or. Et si j'accepte la règle d'or à 0,5%, on n'est plus à 3% de déficit, on est à 0,5%. C'est beaucoup plus contraignant. Je retire toute marge de manœuvre budgétaire à mon Parlement. Donc, d'une certaine manière, je siphonne la souveraineté budgétaire de mon Parlement, qui, à cause de cette règle d'or, n'a plus véritablement la capacité d'intervenir sur son domaine absolu, qui est le domaine, justement, du budget, de la fiscalité.
Donc qui dit mécanisme dit pacte budgétaire et dit recul de souveraineté. Certains y voient véritablement un coup d'État. Et en adoptant finalement le mécanisme européen de stabilité, tacitement, politiquement, la France dit oui au pacte budgétaire puisque les deux sont liés. Et donc elle lie les mains de François Hollande qui sera dans l'incapacité, à cause des calendriers, de remettre à plat effectivement ce pacte budgétaire s'il gagnait la présidentielle au mois de mai. Il n'aura plus le temps, surtout que le processus de ratification est déjà engagé. Et d'une certaine manière, on peut dire que on a en Grèce un petit peu une espèce de laboratoire avancé de ce que sera la future mise sous tutelle à l'européenne. C'est-à-dire effectivement un flic qui est le pacte budgétaire et un banquier qui est le mécanisme européen. Mais est-ce qu'il y a une autre solution, Nicolas, après la crise qu'on a connue? J'en vois pas pour l'instant, surtout que la seule voie, si on veut une voie européenne, cette voie est allemande. L'Europe des droits et des devoirs est une Europe que l'Allemagne a écrit dans le pacte budgétaire. L'Europe fédérale telle que Berlin est prêt à l'accepter, c'est celle-là et pas une autre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez tous les gens qui sont pour les eurobonds, pour plus d'Europe, pour les États-Unis d'Europe, pour la solidarité, pour aider les peuples, et puis qui réalisent que cette solidarité européenne, elle a un prix. Et que le prix finalement à payer, il est quand même très 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 cher. Alors très concrètement, ce mécanisme européen sera une société anonyme qui sera installée au Luxembourg, qui fera des appels de fonds auprès des États comme nous, et qui ensuite s'occupera de la redistribution de l'argent, avec une forme d'ailleurs d'autogestion. La France engage au total 142 milliards d'euros dans ce futur mécanisme, dont 16 milliards de cash, de fonds durs, et dont 6 milliards et demi seront décaissés dès l'année 2012, d'où le fait qu'on ait remonté le niveau de prévision de dette sur PIB de 8,3% à 89,1% pour cette année. La virgule est importante. Voilà, donc mécanisme pacte, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et voilà, et des nœuds de tous les côtés dans lesquels François Hollande risque de se retrouver emprisonné. C'est un gros piège diabolique ce truc. Ouais, c'est un piège. Goldman Sachs poussait la tête de la BCE. Tu nous l'avais annoncé il y a presque 2 ans. Ah oui, on en a parlé ici, j'en ai parlé ici de Mario Draghi. Mario Draghi, ex Goldman Sachs. Absolument, ne jamais oublier. Est poussé par le système 666 à la tête de la Banque Centrale Européenne. Eh oui. Nulle surprise ici, et le papier AFP a été repris par toute l'Europe. Je cite, le ministre italien des Affaires étrangères a répété jeudi qu'une candidature du gouverneur de la Banque d'Italie, Mario Draghi, pour prendre la tête en octobre de la BCE serait un honneur, alors que l'Allemand Axel Weber y aurait renoncé. Fin de citation. À ton humble avis, Pierre, si Draghi est élu, ce sera la révolution en Europe. De toute manière, cela se présente mal puisque octobre 2011 est le mois qui risque de voir Wall Street couler totalement. Mais voyez la position du FT qui roule pour Draghi. Seul homme capable de sauver l'euro, lire ici. Oui, c'est le Financial Times, hein, je le rappelle. Moi, j'étais scotché de voir cet article sur le Financial Times. Alors là, les bras m'en sont tombés. À nouveau, il n'y a plus assez de 2 bras. Hein. Mais attends, Mario Draghi, je veux dire, c'est un homme de Goldman Sachs. Il est connu pour ça. Hein. On sait pertinemment que tous les mecs de Goldman Sachs ont été mis à des postes clés. Et que si un ancien Goldman Sachs est élu à la Banque Centrale Européenne, alors là, franchement, c'est la fin de l'Europe, c'est la mainmise de Wall Street, des Américains, sur la Banque Centrale Européenne, et là, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. Le président français pourra s'agiter dans tous les sens, Madame Lagarde pourra s'agiter dans tous les sens, elle ne pourra rien faire, parce que ça sera Goldman Sachs qui sera aux commandes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est très très grave. C'est gravissime. On va créer un mécanisme européen de stabilité qui va remplacer l'actuel fonds de secours. En fait, on va créer une sorte de FMI en Europe, et c'est ça véritablement qui fait rebondir les marchés financiers aujourd'hui, plus que le pacte de croissance à 120 milliards qui du coup fait un peu pchit malheureusement, parce que la clé elle est là véritablement. Qu'est-ce que c'est la lecture technique? Ce mécanisme européen de stabilité, il va refinancer les banques, et il va financer les États, et tout ça en direct, et tout ça, c'est très nouveau. Alors pourquoi ce mécanisme européen de stabilité? Pour stopper la crise de confiance sur l'euro, et aussi pour décorréler le risque bancaire, le risque des banques, du risque souverain, le risque des